petit truc et voilà. Donc, la déviance. Oups, vous voulez l'avoir en plein écran, c'est bien ça? OK, good. Juste m'enlever ça ici. Donc, juste quelques éléments avant de commencer. Lorsqu'il s'agit de traiter du contrôle social, de la normalité, de la déviance, mais il faut considérer quelque chose. C'est-à-dire, déjà à la base, la vie en société va exiger un minimum de conformité de la part de ses membres. C'est-à-dire que ben, ça nous permet de prévoir les comportements des autres, prévoir leurs réactions par rapport à nos comportements. On n'est pas toujours étonné. On n'est pas sans cesse, oh mon Dieu, de réagir de cette manière-là, c'est vraiment étonnant. On a une forme de prévisibilité sociale qui est garantie par la conformité des membres du groupe. Et ce n'est pas quelque chose qui serait bien qu'on soit conforme et tout ça. Non, c'est spontanément par la socialisation. Lorsqu'on est à l'intérieur des groupes d'appartenance qui sont relativement comparables, bien, évidemment, on va être socialisé en conséquence. Donc, cohésion sociale, on agit à peu près de la même manière et c'est garanti par la prévisibilité du comportement des autres. Également, qu'est-ce qu'on va voir, c'est que la normalité ne va pas de soi. On a un peu l'impression que ben, la normalité, ben, c'est ça, me semble que franchement, c'est bien normal d'agir de même. Puis on a déjà vu un peu dans les derniers cours que la normalité va varier selon les groupes sociaux, va varier également selon les contextes, selon les situations. Et l'idée un peu, c'est que parce que la normalité ne va pas de soi, ce n'est pas un donné, par exemple, biologique, naturel, ben, nécessairement, le groupe qui considère que telle action est normale va tenter de faire respecter la définition de la normalité. Quelque part, cette normalité-là, elle est très, très fragile. Même si on l'a intériorisée et que le contrôle social qui garantit la pérennité, le fait que ça va continuer dans le temps, cette normalité-là, ben, elle était très, 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 très fragile, la définition de la normalité. C'est pour ça que le groupe va absolument tenter de faire respecter la fameuse définition de la normalité. Donc, on retient un peu, la normalité ne va pas de soi, elle est culturelle et elle est intériorisée et balisée par le contrôle social. Toute infraction, on va voir un peu, il faut relativiser, mais en général, toute infraction qui est considérée comme étant anormale, une infraction à la normalité va susciter une réaction de la part des membres du groupe et va amener une demande d'intervention. C'est un peu l'idée, par exemple, que vous êtes en ligne d'attente, il y a quelqu'un qui vous coupe, ben, vous allez dire, ben là, je vais y dire déjà spontanément, c'est plus fort que toi, tu veux y dire, mais tu t'attends aussi à ce que le groupe autour dise, ben là, voyons donc, tu n'as pas raison de dépasser personne. Donc, c'est un peu l'idée, on enfreint la norme, quelqu'un enfreint la norme, le groupe va réagir fortement à ce groupe-là, excuse-moi, à cette infraction-là. Donc, on a vraiment cette idée-là que la normalité, elle est définie culturellement et le contrôle social vise à la baliser, à assurer qu'elle soit respectée. On va voir que, ben, vous le savez déjà, ça ne va pas toujours nécessairement de soi parce que sinon, ben, il n'y aurait pas de ce qu'on nomme en général la déviance. Et également, autre élément, ben, c'est que d'une part, les autres veulent que nos comportements soient conformes, mais nous aussi, on applique des sanctions sociales. Ça veut dire qu'on est à la fois l'objet du contrôle social, on est la cible du contrôle social, mais en même temps, au quotidien, on cible également d'autres individus que l'on considère comme étant anormaux, qui n'agissent pas de la bonne manière. Donc, ce n'est pas simplement ça vient d'en haut puis on en est les victimes, on est également l'instrument du contrôle social. Donc, petit postulat de base pour aborder ce cours. Donc, la normalité, c'est un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est considéré comme étant conforme, ce qui est considéré comme étant normal par rapport aux normes informelles et formelles. Les normes formelles qu'on a vues, c'est toutes les règles, toutes les lois qui sont écrites. C'est-à-dire que ne pas dépasser 100 km/h, ne pas plagier pendant les travaux, ne pas tricher lors des examens, c'est tout écrit quelque part, ces choses-là. Ce sont donc des normes formelles. Normes informelles, et la plupart des normes sont informelles d'ailleurs. C'est tout souvent ce qui va régir l'interaction. C'est qu'est-ce qu'il faut que tu fasses dans telle ou telle situation. Donc, la normalité, c'est tout ce qui est considéré comme étant conforme aux normes formelles et informelles. Ce sont des normes qui sont largement répandues à l'intérieur de la société. Donc, il y a vraiment l'idée qu'il faut que ces normes-là soient répandues et acceptées par la grande majorité des individus pour qu'elles soient considérées comme étant une forme de normalité.
Ça va varier en fonction de 3 grands éléments, cette normalité-là. Une question d'évolution, de contexte et de groupe d'appartenance. Question d'évolution, c'est un peu ce qu'on a vu sur le cours sur la culture, hein? Les normes de ce qui est considéré comme étant des dents, une hygiène dentaire comme étant normale ou ordinaire, mais on voit que ça évolue énormément à travers le temps. Les modes vestimentaires en sont un autre exemple, c'est absolument flagrant. Vous regardez sûrement vos parents, comment ils étaient habillés quand ils étaient jeunes, puis vous dites « Oh, il me semble que c'est pas si incroyable que ça. » Donc, on voit un peu que ce qui était considéré comme étant normal à une époque peut, avec l'évolution de la société, hein, les transformations de la société, peut être considéré comme étant profondément anormal un peu plus tard. Hein. J'ai quelques exemples qu'on va donner un peu plus tard. Donc, on retient une question d'évolution. La normalité, elle est changeante. Question de contexte, mais également dans des contextes particuliers, la normalité va être considérée comme étant tout autre. Hein. L'exemple un peu classique, quelque part, c'est les normes qui vont encadrer les camps de nudistes, par exemple. Hein? Si vous vous mettez nu en plein milieu de la rue principale de votre ville ou de votre village, ça se peut que ça soit un peu étonnant. Hein? Si on veut que vous ayez des réactions, si on veut, hein, des sanctions informelles, peut-être même formelles, peut-être qu'un policier va finir par venir vous arrêter. Mais, par exemple, si vous arrivez tout habillé dans un centre de nudistes, on va dire, là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Hein? Donc, c'est une question de contexte. Dans telle ou telle situation, on va considérer qu'il est normal d'agir ainsi plutôt que d'une autre manière. Hein, un autre exemple, si, par exemple, vous êtes dans une situation de famine, vous savez que c'est mal de voler. Hein, voler, c'est pas beau. Par contre, est-ce que vous vous empêcheriez de voler du pain pour nourrir votre famille ou vos amis? Absolument. J'espère que, je ne sais pas, je ne veux pas vous pousser au crime, mais personnellement, je vole tout le pain qui m'est possible d'avoir si ça peut me permettre de nourrir ma famille. Donc, c'est absolument anormal de voler, mais dans certains contextes, on voit que la normalité va être profondément différente. Donc, une question d'évolution, ça change avec les époques. Selon les contextes également, ça va également changer. Et une question de groupe d'appartenance, par exemple, vous avez sûrement un groupe d'amis, vous voyez déjà d'autres groupes de personnes qui sont également amis, vous n'avez pas nécessairement la même normalité. Hein, dans certains éléments, par exemple, style vestimentaire, style musical, style, par exemple, par rapport aux activités pratiquées, selon les groupes d'appartenance, ça va énormément varier. Hein, un autre exemple un peu cliché, mais quand même, si vous savez que le crime, c'est mal, eh bien, si vous êtes dans un groupe criminalisé et que vous voyez une de vos amies commettre un crime, est-ce que vous allez le dénoncer à la police? Vous pouvez, mais il y a ce qu'on nomme encore des sanctions informelles qui vont s'appliquer. Ça se peut que vous soyez passé à tabac par le reste des membres du groupe. Hein? Donc, selon les groupes d'appartenance, cette normalité-là va encore bouger. Donc, c'est un peu l'idée, c'est-à-dire que même si on considère dans la vie quotidienne que c'est de même, c'est normal, voilà, il y a seule manière d'agir, on voit que la normalité, elle est culturelle, elle est sociale, elle est mouvante, hein, selon l'époque, selon le contexte et selon les groupes auxquels on appartient. Donc, c'est vraiment les 3 grands éléments qui font bouger cette fameuse normalité-là. Évidemment, il y a des éléments qui, je ne sais pas si vous avez entendu qu'on a eu ce qu'on appelle une pandémie là, dans la dernière année, mais évidemment, ça a fait beaucoup bouger notre définition de la normalité. Vous en conviendrez. J'ai mis quelques exemples. Ça, c'était par rapport aux dents qu'on a vues au dernier cours. Hein, je ne vais pas revenir, mais mini parenthèse. Tous ces groupes d'appartenance-là, à cette époque-là, considéraient que c'était absolument normal d'avoir des dents de ce type-là. Hein, ça veut dire que si vous êtes une jeune fille et que vous ne subissez pas l'excision des incisives, vous êtes considéré comme étant anormal. Et peut-être même qu'on ne pourra pas réussir à vous marier, parce qu'à l'époque, les mariages étaient arrangés. Là. Eh bien, on ne pourra peut-être pas réussir à vous marier parce que vous êtes considéré comme étant quelqu'un d'absolument hors norme, hein, qui est, là, je ne sais pas, ça n'a aucun sens. Et toutes les autres images que l'on voit, à l'intérieur de ce groupe d'appartenance-là, c'est absolument normal. Hein, donc, d'avoir les dents noires pour les Japonaises en 1600, en Thaïlande et j'ai oublié l'autre pays, au Cambodge, de mémoire. Encore une fois, c'est absolument normal. Si vous n'avez pas ce type de dents-là, vous êtes anormal ou tout simplement, vous n'appartenez pas à ce groupe-là. On a vu que c'était souvent des pratiques qui étaient
effectués par des gens de la haute société. Donc, on voit un peu que la normalité, ben, je pense que vous pouvez considérer que c'est relativement mouvant quand même et dépendant de l'évolution du contexte et du groupe d'appartenance. Mais revenons un peu à notre pandémie chérie. Eh bien, ce qu'il y a vu un peu avec l'école, par exemple, vous êtes déjà allé à l'école avant la pandémie, hein? Ça peut-être pas, c'est pas si longtemps que ça, là, du moins que ça existe, ce truc-là. Eh bien, vous avez sûrement remarqué des choses qui ont quand même changé et qu'on considère pratiquement comme étant normales. Hein? Donc, c'est par exemple, au cégep de Saint-Hyacinthe, je ne pense pas qu'ils prennent la température là, de mémoire, là, mais il y a ils prennent la température. Je peux aller depuis un méchant bout. Hein? Voilà. Oui, prends la température avant de rentrer dans ton cours. Et ce qui est étrange, quand même, vous en conviendrez que avant la pandémie, quelqu'un serait arrivé avec un truc de température, puis il dit, je vais prendre votre température avant d'aller dans le cours. Vous avez dit, tu es un malade, je ne vais jamais me soumettre à ça. Aujourd'hui, ben oui, c'est normal, on prend ma température avant d'aller dans un cours. Hein, déjà un peu étonnant. Également, vous avez sûrement remarqué que vous étiez tous masqués. Hein, de mémoire, c'est les étudiants qui doivent être masqués en permanence pendant le cours, sauf le professeur, c'est bien ça? Si j'ai bien lu mes normes, ouais, OK. Mais là, je vous ramène toujours, pensez toujours, hein, revenez 1 an et demi en arrière. Puis vous regardez cette situation-là, puis vous dites, il y a quelque chose de vraiment étrange qui se passe ici. Aujourd'hui, ça va pratiquement de soi. Évidemment, ça nous fait toujours un petit peu bizarre, mais ça commence à être considéré comme étant pratiquement normal, ce qui est évidemment très dérangeant. Donc, en classe, vous voyez qu'il y a quand même une énormité de choses qui sont produites et qui ont profondément été modifiées par la pandémie et qui est considérée comme étant normale aujourd'hui. Autres petits éléments à la COVID, eh bien, vous avez sûrement eu le grand bonheur d'aller faire vos emplettes. C'est beaucoup moins sympathique qu'auparavant, vous en conviendrez. Hein. Il y a un ensemble d'éléments. Par exemple, à Montréal, il y avait même instauré des corridors, hein, des corridors à sens unique, hein, c'est-à-dire des trottoirs à sens unique. C'est un petit peu étrange. Il y a toujours eu des déviants qui allaient à sens inverse et qui suscitaient des réactions des autres qui disaient « Qu'est-ce que tu fais là? Tu es dans ma bulle. On va revenir sur ce truc-là. » Mais on voit un peu l'idée qu'une nouvelle normalité s'est instaurée, l'idée de faire une file d'attente comme dans le bon vieux temps de l'écroulement de l'URSS. Hein? Eh bien, maintenant, c'est normal de faire la file d'attente pour aller dans des commerces. J'imagine que c'est peut-être déjà arrivé qu'il y a des personnes qui veulent vous couper dans la file d'attente pour aller dans le commerce. Hein? Comment vous réagissez spontanément? Êtes-vous profondément agacé? Est-ce que les autres à l'intérieur de la file d'attente ont une certaine réaction? Bien, c'est un peu ça le cœur de la normalité, contrôle social et déviance. Hein? Également, autres éléments un peu étonnants, eh bien, c'est l'ensemble des normes hein, ici, qui sont devenues des normes formelles. Hein. Il faut garder une distance de 2 mètres avec les autres en tout temps. Il faut désinfecter nos mains pendant au moins 20 secondes. Je n'ai jamais vu personne faire ça, mais bon, dès que le fameux petit gel est arrivé, je peux ne pas me laver les mains pendant 20 secondes. Donc, on a un peu cet ensemble de normes-là, encore une fois, qui est devenu absolument normal, qui entraîne une forme de contrôle social et qui a également des individus identifiés comme étant des déviants parce qu'ils ne respectent pas les normes. Ces déviants-là nous font, c'est comme plus fort que nous, hein, c'est viscéral à l'intérieur de nous-mêmes. On a le goût d'intervenir, on a le goût de dire « Hey, lave tes mains, hey, mets-toi plus loin de moi quand je fais mes emplettes. Pourquoi est-ce que même aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment eu un relâchement, là, mais c'était là même au début, les sens uniques dans les allées à l'épicerie, quand tu voyais quelqu'un arriver à sens inverse, c'est comme qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi il n'y a pas de gardien de sécurité qui intervient? Ben, c'est un peu cette idée-là d'une nouvelle normalité qui s'est instaurée. Autre élément, c'est le fameux télétravail, hein, que vous avez juste eu une fois cette session-ci là, avec moi en cours. Particulièrement étrange, vous en conviendrez. Je n'ai pas vu d'individu depuis une éternité. Hein. J'ai vu essentiellement ma copine depuis 1 an. J'ai vu un petit peu d'amis cet été quand c'était permis. Mais on voit encore une fois que c'est une nouvelle forme de normalité qui est associée avec un ensemble de normes également. Hein. Le fameux travail à distance. Par exemple, je pense que c'est la seule fois à l'école que vous ne pouvez pas vraiment parler entre vous pendant un cours, sauf peut-être certains ce texte-là, mais sinon, c'est un peu étrange et un peu bizarre. On n'est pas un à côté de l'autre, on ne peut pas échanger autant qu'on aimerait. Mais encore une fois, une autre forme de normalité. Hein. Si on veut, la norme aussi également, c'est de toujours au moins se mettre un haut qui a du sens. Hein. Moi, je mystifie mes étudiants parce que depuis 1 an, je suis en jogging en permanence à la maison, mais ça ne paraît pas parce que, justement, la fameuse caméra coupe le dessous. Vous avez sûrement eu la situation particulièrement awkward de Noël sur Zoom. Y a-t-il quelque chose d'aussi bizarre qu'un Noël sur Zoom? Peut-être avec vos amis, par exemple.
pour ceux du moins qui ont respecté les consignes de santé publique, bien, encore une fois, un ensemble d'éléments, ça devient quasiment normal de se dire hey, on fait un zoom un soir entre amis, puis tu es tout seul avec ton petit verre de vino, puis c'est vraiment étrange. Eh bien, donc, un ensemble d'éléments qui sont devenus pratiquement normaux, dans le sens que on ne l'accepte pas, hein, mais c'est considéré comme une forme de normalité, de manière ordinaire de se conduire. Donc, un ensemble d'éléments, ici, encore une fois, qui ont été profondément changés par l'évolution des choses en raison de la COVID. Toutes les interactions sociales deviennent étranges. Hein, lorsqu'on est à l'extérieur, si on veut, dans les commerces des amis, des choses comme ça. Ben, c'est normal, on a été socialisés pour intérioriser des manières ordinaires d'interagir avec les gens. Hein? On voit quelqu'un, on se serre dans les bras ou des choses comme ça. Eh bien, aujourd'hui, vous pouvez le faire à vos risques et périls, mais surtout, si c'est en public, vous allez peut-être recevoir des regards désapprobateurs de l'entourage. Ben, c'est toutes les nouvelles normes sociales, à quelque part, qui se sont instaurées. Hein? Tu ne serres pas les mains, tu donnes l'affaire du coude. Moi, je fais comme non, je n'embarque pas là-dedans. Je suis désolé. Là. Moi, je reste loin, je fais salut. Je trouve ça un petit peu bizarre, le truc du coude. Donc, l'idée du coude, les fameuses, ça apparaît d'ailleurs beaucoup sur les photos, hein, on se compte après à 2 mètres, disons la vérité, là, 1 mètre maximum et demi là, de différence dans les parcs et les espaces publics. Donc, c'est un ensemble de nouvelles normes, de nouvelles normalités qu'on a dû intérioriser. On se déplace comme ça, tout dans des petites bulles là, un peu protectrices. Là, c'est un petit peu étrange. Et il y a aussi toute une nouvelle normativité sociale qui s'est instaurée autour des ascenseurs. Hein. Il y a des endroits même qui ont mis des petits carrés sur les ascenseurs. On ne peut pas être autant dans un ascenseur. Et j'ai l'impression que si ces individus sont tous installés à l'intérieur de l'ascenseur, et s'il y a 3 personnes qui rentrent d'un coup dans l'ascenseur et qui se mettent dans le milieu, ça va profondément déranger les autres. Donc, réaction sociale à une enfreinte de la norme. Et là, je vais vous mettre des images et cœurs sensibles. Faites attention, quand même, ce qui s'en vient. Des images de foule. Hein? Ça fait tellement longtemps qu'on dirait que c'est bizarre. On dirait que j'ai quasiment le goût d'intervenir. Voyons, vous êtes bien trop proche, j'ai le goût d'y aller puis des distancier. Mais c'est un peu ça l'idée. Hein? C'est-à-dire que ce qui était considéré comme étant absolument normal à nos yeux, être en groupe serré, voilà, c'est absolument ordinaire et banal. Ça nous semble aujourd'hui pratiquement étrange. On aimerait ça pouvoir y retourner, évidemment, mais il y a même des études en psychologie sociale qui se sont intéressées. Hein, quand les gens, surtout au début là, de la pandémie, quand c'était vraiment, on pensait que c'était, bref, au début de la pandémie, eh bien, des gens ressentaient un certain malaise psychologique en regardant des anciens films ou des anciennes téléséries qui étaient filmées avant la pandémie, où est-ce que les gens étaient proches et tout ça. C'est comme parce qu'on a intériorisé cette nouvelle normalité-là. Il y a comme une espèce de clivage entre notre normalité d'aujourd'hui et ce qu'on peut apercevoir à l'écran. Donc, on retient un peu cette idée-là. La normalité, à partir de laquelle elle va être considérée comme étant déviant un comportement, varie selon l'évolution de la société, selon les contextes et selon les groupes d'appartenance. Donc, voici en gros ce qu'il y avait à voir pour la fameuse normalité. Jusqu'à maintenant, est-ce que c'est relativement clair? C'est pas si pire? Ça va? Good. Je vous ennuie pas trop avec mes images de COVID? Pas si pire? OK, c'est bon. Voilà, sinon ceux qui s'ennuient, ben, ils vont fermer leur caméra. Hein, c'est pas plus grave que ça. Donc, continuons. Hein. Donc, maintenant, on a vu la définition de la normalité, mais qui est-ce qui essaie de baliser la normalité? Mais c'est le fameux contrôle social qu'on a déjà vu un peu au dernier cours. Donc, on va quand même y revenir. Là. C'est donc quoi le contrôle social? C'est tout ce qui est employé. Hein, les pratiques qu'on a comme individu, les moyens, par exemple, les forces de l'ordre, des choses comme ça, qui peuvent être formels ou informels, individuels ou collectifs. En gros, formels, c'est des personnes qui sont destinées à faire ça par leur fonction. Hein. Par exemple, un policier qui vous arrête, un professeur qui vous donne une mauvaise note. Ça peut être également un peu tout ce qui est si on veut, que dans le cadre de ses fonctions, hein, il y a des règlements qui lui disent moi, je peux intervenir si c'est non conforme. Hein, donc, le formel. L'informel, c'est tout ce qu'on fait entre nous, entre individus, si on veut. Hein. Donc, l'ensemble des pratiques et des moyens formels ou informels, individuels et collectifs, qui visent à normaliser, à retourner à la norme, ramener à la normalité les manières de penser, d'agir des individus. Donc, définition un peu canonique là, du contrôle social. Ça fonctionne par 2 choses, le contrôle social. Le jugement et les sanctions. Hein?
Le jugement, c'est la réaction que l'on a, hein, qu'on a déjà un peu évoqué un peu plus tôt. Le jugement on a la réaction que l'on a lorsqu'on voit quelqu'un qui enfreint la norme. On va voir plus tard que ce n'est pas tout le monde et pas tous les comportements qui vont entraîner les mêmes réactions, mais pour l'instant, ça fonctionne par deux éléments, le jugement et les sanctions. Le premier, le jugement. Une infraction à la norme va susciter une réaction de la part des membres du groupe. Une réaction, excusez-moi, des membres du groupe, et cette réaction-là va se traduire sous la forme de sanctions. Hein, les sanctions sociales, c'est soit des sanctions formelles ou informelles. En gros, qui vise quoi, elle? C'est de ramener l'individu à la norme. On avait vu un peu au dernier cours, les sanctions formelles, c'est tout ce qui est, excusez-moi, c'est tout ce qui est prévu par les codes de loi, et informel, c'est tout ce qu'on fait entre nous. Les rires, les soupirs, les moqueries, les visages, les découragements, les yeux qui roulent, les faces de dégoût, ce sont un ensemble de sanctions informelles. Hein. Donc, de cette manière-là va fonctionner le contrôle social. On a une définition de la normalité. Une enfreinte à la normalité entraîne un jugement chez les individus, hein, des réactions négatives, donc, qui vont se traduire par des sanctions sociales. On va réagir, on va vouloir ramener l'individu à la norme. Comment qu'on le fait? Mais soit avec des moyens formels ou informels. Hein, pour les sanctions, vous avez dit formel, c'est comme par exemple un ticket ou quelque chose comme ça. Okay, Patricia, excuse-moi, excuse-moi, vas-y, peux-tu recommencer, s'il vous plaît? Oui, les sanctions, vous avez dit formel, c'est par exemple un policier qui donne un ticket ou quelque chose comme ça. Puis informel, vous avez dit, j'ai eu la tête ailleurs, je suis perdue. Informel, vous avez dit que c'est plus comme, pas un jugement, mais c'est ça, j'ai pas su. Des soupirs, des moqueries, des rires, okay. Des yeux qui font la face qui désapprouve. Donc, donc tous ces éléments-là, hein, qui veulent souligner une désaprobation par rapport à l'autre individu. Mais évidemment, par exemple, toi, Patricia, je ne connais pas ta job. C'est quoi ta job, mettons? Je suis serveuse. Donc, tu sais, le boss, il peut avoir une sanction formelle. Si tu ne rentres pas à l'heure, si tu ne rentres pas, si tu es désagréable avec les clients, des choses comme ça, il y a deux réactions. Soit qui dit, hey, Patricia, comment, fais un effort, sanction informelle. Mais il peut dire aussi, là, tu es renvoyé ou tu es suspendu, sanction formelle. Donc, okay. Ce qui est officiel, on est dans l'ordre du formel. Et tout ce qui est dans l'ordre de l'interaction, on est davantage dans l'ordre de l'informel. Donc, ce sera un peu cette idée-là, par exemple, comme hygiéniste dentaire, par exemple, vous allez avoir un rôle de contrôle social, évidemment, mais surtout qui va passer par l'informel. Hein, vous allez à la personne, là, il faudrait que tu fasses attention à ceci, il faudrait que tu agisses de telle manière, il faudrait que tu arrêtes de consommer tel aliment, mais vous ne pouvez pas aller l'arrêter, vous ne pouvez pas lui donner un ticket. Hein, donc, vous allez être davantage dans l'informel. Vraiment, les formels, c'est vraiment surtout... le plus cliché, c'est les policiers, les juges, les professeurs, tous ceux qui sont investis d'une forme d'autorité qui peuvent, par contrainte légale, te ramener à la norme. Donc, on est vraiment dans cet ordre-là. Ça répond à ta question? Oui, merci. Good. Mais n'hésitez pas à intervenir. Hein. J'ai vraiment l'impression des fois de faire un long monologue. Fait que n'hésitez absolument pas à intervenir. Donc, c'est vraiment l'idée. Hein? Définition de la normalité. Réaction négative de la part des membres d'un groupe par rapport à une infraction et réaction qui va se manifester par des sanctions sociales formelles ou informelles. Et voilà. Et bien, c'est un peu ça. Hein? On y venait, mais j'avais déjà mis un peu le diapositive lors du dernier cours. Deux grands mécanismes de contrôle social. Le interne, ça va très bien. Vous êtes très bien socialisé. Vous êtes assez grande, si on veut, assez bien socialisé pour avoir honte ou vous sentir coupable lorsque vous agissez de manière non conforme. Par exemple, si vous allez dans un magasin et vous volez un morceau de vêtement, vous ne vous faites pas prendre par la police, ça se peut qu'en revenant chez vous, vous dites « Ah, mais ça, j'ai mal agi, je n'aurais pas dû faire ça. » ou voilà. Hein? Donc, vous avez un mécanisme de contrôle social qui est interne. Si vous mentez à une de vos amies ou que vous jouez dans le dos, j'ai aucune idée, hein, je donne des exemples là, très, très triviaux. Là. Ces exemples-là, par exemple, font en sorte que vous dites « Oh mon Dieu, j'aurais pas dû agir comme ça. » Contrôle social interne. Vous avez intériorisé l'idée qu'il faut agir de telle ou telle manière avec son groupe d'amis. Vous avez ce mécanisme de contrôle social-là interne qui fait en sorte que oh, ça me remet à la norme, je ne le ferai plus, je me suis senti coupable la dernière fois. Hein, donc, mécanisme de contrôle social interne. Contrôle social externe, c'est un peu ce que j'évoquais avec mes exemples. Il y a les mécanismes formels et informels. Hein.
Formel, c'est tout ce qui est loi, règlement, code de conduite, hein, pour ramener l'individu à la norme. Informel, ben, c'est les moqueries, les sarcasmes, les encouragements, tout ce qui est, dans le fond, dans l'ordre de l'interaction qui fait en sorte qu'on va ramener l'individu à la norme. En gros, on pourrait aussi ramener sur les livres, vous avez sûrement eu des cours de psychologie ou quelques notions de psychologie, ben, les mécanismes de contrôle social, formel et informel, on peut, par exemple, les associer au renforcement négatif. Hein, par exemple, qui seraient des formes de ça. Hein. Si, par exemple, voilà, donc, mécanisme formel et informel. Là, je l'ai vu un peu ici parce que j'ai mis certains qui ont l'air positifs ou négatifs, hein, congédiement, suspension, hein. Mais mécanisme de contrôle social, on va davantage insister hein, sur ceux qui sont négatifs, mais il peut également être positif. Hein. Le fait, par exemple, quand vous avez des bonnes notes, on va dire, puis que je vous dis hey, bravo, c'était vraiment bon, puis qu'en plus, je vous donne une belle bourse d'études, bien, ça va entraîner ce comportement-là. Donc, ça va également être un mécanisme de contrôle social informel et formel pour la bourse, hein, informel pour mes félicitations, formel pour la bourse. Donc, ça va également, si on veut, contrôler l'individu, le ramener à la norme. Tu dois avoir des bonnes notes. Par exemple, la norme, je pourrais, si on veut, le renforcer avec des mécanismes informels et formels, mais positifs. On va davantage insister sur le négatif dans le cadre de ce cours-ci. Donc, contrôle social, deux grands mondes du contrôle social, il doit être soit interne et externe. S'il est externe, il est soit formel ou informel. Donc, on retient un peu cette idée-là. Quelques institutions hein, du contrôle social. Vous ne serez pas étonné par son pouvoir de socialiser les membres qui le composent. La famille est évidemment un agent de contrôle social qui est très, 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 très puissant, si on veut, comme agent de contrôle social. Il va évidemment faire en sorte que l'individu intériorise la norme et le ramener à la fameuse norme. Hein. C'est les parents qui vont dire « va te brosser les dents », puis ben, tu ne sais pas brosser les dents, utilise la soie dentaire et tout ça. Donc, mécanisme de contrôle social, évidemment, très, très puissant. L'école, ben là, vous ne serez pas très, très étonné, hein, comme mécanisme de contrôle social, évidemment, ça va de soi. Vous allez être hygiéniste dentaire. C'est une profession hein, qui est encadrée au point de vue légal également. Donc, qui est encadrée. L'école doit certifier effectivement que vous vous conformez avec une certaine manière de faire, une certaine manière d'être, qui est considérée comme étant légitime par l'ordre professionnel. Donc, l'école est un immense agent de contrôle social. Et même quand on est petit, pensez à la maternelle, est-ce que vous avez vraiment appris énormément de choses de l'année 1 à l'année 3, par exemple, au primaire? Peut-être écrire, compter, mais en gros, vous avez appris des choses. Vous avez appris à rester assis tranquillement sur une chaise pendant quelques heures, sans parler. C'est quand même une grosse machine à construire des individus qui sont conformes par rapport aux normes de l'institution. Les entreprises également, j'ai pris l'exemple tantôt, je crois que c'était, je ne me rappelle plus, disons l'étudiante, excusez-moi, mais par exemple, elle était serveuse, mais c'était l'entreprise quand même un grand pouvoir de contrôler les comportements et les attitudes des individus. Les médias, énormément d'influence qui est souvent vraiment, vraiment considérée comme ayant moins de poids qu'il en a réellement. Hein. Eh bien, immense pouvoir de coercition. Hein, les médias, les Instagrammeurs, par exemple, influenceurs, influenceuses, tous ces individus-là, si on veut, ont un énorme pouvoir associé à ce niveau-là. Hein. Pour les médias, c'est encore Patricia qui parle, là, je m'excuse de couper. Pour les médias, comme tu as dit tantôt, on pourrait rentrer des personnages de films, des personnages d'émissions, puis toutes pas juste des personnes vivantes, comme n'importe quelle image d'une personne. Okay. Exact. Bon. Par exemple, là, je vais dans le très cliché, je m'excuse, là, mais je suis dans le cliché aujourd'hui, journée cliché. Vous êtes sûrement fait un chum ou une blonde, ou un jour, vous allez avoir un chum ou une blonde. Là, bon, bref, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Eh bien, vous avez sûrement déjà un scénario dans la tête de comment ça va se passer, de c'est quoi les interactions normales, qu'est-ce que je fais à la Saint-Valentin, est-ce que c'est considéré comme une fête normale, est-ce que je veux me marier un jour, mais même votre mariage que vous avez peut-être imaginé un jour, peut-être vous dites, je ne veux pas aller à l'église, mais quand je vais avoir une robe blanche, qu'il y ait quelqu'un qui va célébrer mon mariage, qu'il y ait des... Tous les scénarios, à quelque part, de notre existence, ils viennent de quelque part.
ce quelque part-là, est-ce que c'est vraiment vos parents qui vous ont dit, ben là, tu sais, plus tard, il faudra que tu rencontres un gars ou une fille, puis même, il n'y a pas si longtemps, vous êtes des filles, ben là, c'est assurément un gars, là, puis que pendant très longtemps, hein, assurément un gars, vous allez vous marier, puis comment ça marche, vous allez vous marier, et ensuite, vous allez pouvoir déménager un appartement ensemble, et après, vous allez pouvoir avoir un enfant. Donc, c'est tout un scénario hein, qu'on se fait, ces éléments-là, ça vient de quelque part. Et les médias, par exemple, les films, les téléséries, les choses comme ça, ont énormément d'influence hein, sur la manière par laquelle on se représente quelle va être telle ou telle situation. Parce que c'est dans ce sens-là qu'ils sont des agents de socialisation, des personnages à l'intérieur, mais que c'est également une institution de contrôle social. On a l'impression que le contrôle social, c'est toujours négatif. Mais ce n'est pas nécessairement négatif, cet élément-là. Hein. C'est simplement quelque chose qui va de soi quand notre normalité, ben, elle est fragile, la normalité sociale. Hein. Donc, elle doit être assurée par une certaine cohésion à l'intérieur du groupe. Donc, c'est un peu l'idée que, également, peut-être que si votre scénario ne se réalise pas comme dans les films, je donne l'exemple cliché, je ne pense pas que c'est dans la tête de tout le monde ici, loin de là, mais si par exemple, là, vous êtes dans une situation, puis là, vous dites, ça ne se réalise pas comme je l'ai toujours imaginé. Hein, le toujours imaginé ayant été alimenté hein, par les médias, les films, les téléséries, tout ce qu'on peut imaginer, bien, peut-être vous allez être déçu. Hein, déçu par rapport à quelque chose que vous considérez comme étant normal à quelque part. Hein. Donc, c'est un peu cette idée-là, par exemple, j'espère qu'elle ne m'écoute pas. Ma copine est enceinte en ce moment. Okay? Oui, je sais, félicitations, je suis vraiment une bonne personne, je travaille très, très fort. Mais à ce moment-là, elle sait également quand même, en fonction de la normalité, imaginer un scénario. Hein, un scénario, c'est-à-dire, je vais aller à l'échographie avec mon chum, on va regarder ça ensemble, ça va être un beau moment. Après ça, on va aller voir les amis, je vais montrer ma bédaine, ça va être le fun, je vais avoir des félicitations des individus autour. Après ça, je vais avoir un shower de bébé, je vais avoir du monde. Tout ça. Mais nécessairement, avec la COVID, vous vous rendez bien compte que les échographies, c'est à distance sur Zoom, c'est pas le fun. Il n'y aura pas de shower de bébé, évidemment, parce qu'il ne peut pas avoir des grands groupes et on peut voir absolument personne. Donc, c'est en fonction de cette définition-là de la normalité hein, qu'on a trouvé quelque part. Mes parents ne m'ont jamais appris un jour, on va avoir un shower, puis il faut. Ben non, tu as vu ça dans les films, tu as vu ça dans les téléséries, des choses comme ça. Mais c'est en fonction de cette définition de la normalité-là qu'aujourd'hui, ben, est quand même un petit peu déçue parce que, justement, les attentes sociales qu'elle a par rapport à des moments de son existence ne pourront pas se réaliser en raison de la COVID. Donc, voyez-vous, c'est un peu dans ce sens-là que les médias, au sens large, ont énormément d'influence hein, sur notre existence. J'avais fait un beau grand cours que j'avais déjà fait pour d'autres étudiants dans d'autres programmes sur le couple. Hein, comment est-ce qu'on se met en couple? Eh bien, encore une fois, il y a beaucoup l'idée du mythe de l'amour avec un grand A, hein, qu'on a eu quelque part, le coup de foudre qui nous tombe dessus sur la tête, hein, comme la misère sur le pauvre monde. Eh bien, c'est un peu cette définition-là que ça va, ah oui, là, je vais rencontrer quelque part, puis ah mon Dieu, je vais tomber comme par hasard sur quelqu'un qui va être le grand amour, mais on sait quand même que statistiquement, bien, c'est les gens issus des mêmes groupes sociaux qui finissent par se retrouver les uns avec les autres. En pensez, par exemple, si vous êtes hétérosexuel ou homosexuel, à ce moment-là, vous avez un ensemble de prétendants ou de prétendantes qui est relativement limité. Vous êtes francophone, il y a un ensemble de prétendants ou de prétendantes qui est limité. Vous êtes religieuse ou pas, un ensemble de prétendants limité. Vous avez certains styles, par exemple, musical, vestimentaire ou je ne sais pas, bref, certains styles culturels. Encore une fois, un ensemble de lieux limités. En même temps, on ne va pas dans tous les lieux possibles et imaginables. Hein, je suis convaincu que si vous êtes des individus qui aiment aller avoir des beaux petits lieux, des petits cafés tranquilles pour aller entre amis, vous n'allez peut-être pas au Tim Hortons avec les personnes âgées. Hein. Eh bien, à ce moment-là, il y a des endroits que vous n'allez pas fréquenter non plus. Donc, vous voyez un peu l'idée que même cette idée-là de l'image qu'on se fait de l'amour avec un grand A, qui est le hasard, dans les faits, ce n'est pas nécessairement le cas. Vous avez un nombre de prétendants limité à l'intérieur de la société québécoise, hein, si vous n'êtes pas prêt à bouger à travers le monde. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui a été énormément véhiculé hein, par les films, les téléséries, les chansons. Céline Dion a fait une carrière là-dessus. Hein. Eh bien, cette idée-là de l'amour romantique avec un grand A qui est dû au hasard, tandis qu'on sait statistiquement que ce n'est pas le fait. Parce que si vraiment c'était le hasard,
J'aurais autant, par exemple, d'hygiénistes dentaires qui sortiraient avec des personnes sans diplôme. J'aurais des femmes médecins qui sortiraient avec des ouvriers dans les usines. Puis on voit que statistiquement, ben, les gens du même groupe social ont tendance à se fréquenter beaucoup plus que le voudrait le hasard. Donc, ce n'est pas une question de hasard et de grand amour. C'est quand même relativement embêtant. En même temps, par rapport à ça, je fais une grosse digression, excusez-moi, hein, sur la notion de couple, mais je trouve ça quand même intéressant. Il y a aussi des normes informelles par rapport au couple. Hein. On voit statistiquement que est-ce que les femmes devraient être, dans l'image qu'on se fait, être plus âgées que leur chum? On voit quand même que statistiquement, les couples ont en moyenne 2 ans de différence. L'homme est environ 2 ans de plus vieux que la femme. Et également, est-ce que les femmes doivent être plus grandes que l'homme en termes de centimètres? Hein? Eh bien non encore, on a environ une moyenne d'environ 12 centimètres entre les deux partenaires. Donc, on a un ensemble de normes, par exemple, qui nous dit ça, c'est un conjoint ou une conjointe acceptable, hein, considéré comme étant normal en telle ou telle situation. Et vous avez peut-être déjà vu des couples où est-ce que la femme est beaucoup plus âgée que l'homme et qu'elle serait imaginée un couple, la femme est beaucoup plus âgée que l'homme et elle est beaucoup plus grande. Hein, qu'est-ce que vous allez avoir comme réaction? Ah, c'est bizarre. Contrôle social informel. Ah, c'est étrange. Et dans le bon vieux temps, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait même des charivaris. Là, je suis très, très loin dans mon histoire. C'est quoi un charivari? C'est-tu bon terme? Je suis en train de dire des bêtises. Bref, quand il y a un couple qui était mal appareillé, comme on disait à l'époque, disons en 1800, quelque chose, ben, l'ensemble du village allait devant la nouvelle union. Hein. Souvent, c'est parce que tu n'as pas respecté assez longtemps ton veuvage ou il y a une grosse différence, grosse différence entre les deux individus. Puis, il faisait du bruit jusqu'à temps qu'ils disent « OK, gars, c'est bon, on va arrêter. » Puis, le bruit pouvait durer pendant des jours. Hein. Les gens se relayaient, puis tout ça, fait la même. Ou jusqu'à temps que le couple donne une somme d'argent pour dire « OK, gars, laissez-nous tranquille, allez-vous-en full. » Et vous, c'est une forme un peu intense de réaction sociale quand même, vous en conviendrez. Mais le temps va me revenir là, dans quelques instants. On voit un peu que même les manières par lesquelles on va se mettre en couple est également balisée et peut entraîner une infraction à la norme et nécessairement une forme de sanction sociale. C'est sûrement déjà arrivé dans une situation où vos amis, peut-être qu'ils se sont matchés avec quelqu'un, puis vous dites « c'est bizarre, ils ne fêtent pas ensemble. Hein? » Il y a des normes par rapport à ça. Puis vous avez sûrement dit, vous avez peut-être même arrangé pour qu'ils se laissent les deux parce qu'ils trouveraient ça trop bizarre. Mais une forme de contrôle social, encore une fois. Camille. Ben, c'est plus comme un commentaire exemple Vas-y. de ce que vous disiez, là, mais dans le fond, je sais qu'au Québec, les métiers les plus répandus sont infirmière et construction. Puis moi, mon conjoint, il travaille dans la construction, puis dans son équipe, je suis la seule des blondes qui n'est pas infirmière. Ils sont une dizaine. C'est sûr que, comme tu dis, ben, c'est très intéressant à mesure où il y a le poids du nombre. Hein, statistiquement, il y a plus de chances, comme tu dis, s'il y a plus de monde dans tel ou tel domaine. Mais également, on voit que les gens, on appelle ça l'homogamie, hein, le beau terme là, pour ça, là, pour dire que ben, les groupes sociaux ont tendance à je ne vais pas dire marier parce que c'est plus tant la norme là, de se marier, là, mais de vivre en concubinage, hein, un beau terme très romantique, de vivre en concubinage à l'intérieur du même groupe, plus que le voudrait le hasard. Mais par contre, en raison des films, les téléséries, hein, tout ce qu'on a vu, on est tous convaincus que, ben non, c'est le hasard des rencontres, c'est le coup de foudre, ça a tombé dessus, voilà, comme par hasard. Mais cette situation ne pourrait pas expliquer que, comme dans ta situation, Camille, ben, tous les gars de construction sortent tous avec des infirmières. Il y a quelque chose qui ne marche pas au point de vue statistique à ce niveau-là. Et peut-être même que dans tes amis, si un de tes amis de construction, par exemple, fréquentait une architecte ou une designer de mode internationale, ça vous ferait un peu bizarre. Hein? C'est comme ça, c'est un petit peu, je sais pas mal, c'est un petit peu bizarre. On a un peu cette définition-là de normalité. Puis la petite réaction que vous avez, ouais, contrôle social informel. Vous voyez un peu l'idée. Donc, ça fait, puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des ouais, mais moi, je veux telle affaire, on est là pour avoir du fun, même si on est tous dans nos petits cubicules, chacun à la maison. Donc, contrôle social, on a vu un peu que il y en avait plusieurs, hein? Les familles, l'école, les entreprises, les médias, l'État également avec l'ensemble du cadre de loi. Hein? On l'a bien vu avec le couvre-feu, par exemple, ou la fermeture des commerces. Contrôle social, quand même, ça me conviendrait. Mais également la médecine, excusez-moi, hein? La médecine en est un, et également la dentisterie au sens large, hein? Un mécanisme de contrôle social. Encore une fois,
comme je dis, ce n'est pas tout le temps négatif. On a toujours l'idée que c'est négatif, le contrôle social. Hein. Mais est-ce que c'est quelque chose de mal d'avoir une saine hygiène dentaire? Ah, ben non. Hein. Donc, c'est pas. Il faut en tenir un peu l'idée, c'est absolument mal le contrôle social. Par exemple, ben, ici, j'en ai quelques-unes. Hein, un exemple. Ben, par exemple, comment est-ce qu'on va baliser le comportement depuis le plus jeune âge, par exemple, hein, où on a des petites fiches signalétiques un peu, où est-ce qu'on va montrer aux enfants comment se brosser les dents par la socialisation, mais on les contrôle en fonction d'une définition de la normalité de qu'est-ce qu'une saine hygiène dentaire. On a également des livres qui sont destinés aux enfants. Ici, j'ai, je ne vois pas le nom, Cajoline chez le dentiste. Hein, très bon livre, j'en suis absolument convaincu. Eh bien, Cajoline a appris par cet agent de socialisation-là, hein, dans le fond, les personnages à l'intérieur du livre, que il faut, je ne sais pas trop, je n'ai pas lu Cajoline chez le dentiste, mais on voit un peu l'idée, hein, mécanisme de contrôle social, tout comme la bande dessinée « Ah non, pas le dentiste », c'est bien ça. Et voilà un autre petit personnage qui apprend tout petit à se conformer aux normes en vigueur à l'intérieur de la société. Hein, donc, quelques institutions de contrôle social. Et maintenant, on a défini c'est quoi la normalité. La normalité construite comme étant normale par l'ensemble d'un groupe, en fonction des normes formelles et informelles. Ça évolue dans le temps, change selon les contextes et varie en fonction également des groupes d'appartenance. Le contrôle social vise à ramener les individus à la norme, s'assurer du moins qu'ils ne dévient pas trop de la norme. Hein. Mais vous savez très bien que ça ne marche pas toujours comme ça. Hein. On n'est pas dans une société totalitaire. Il y a évidemment des individus qui vont aller à l'encontre de la norme. Hein. Donc, on va s'intéresser maintenant à la déviance, qui est essentiellement des comportements, des conduites, des manières de penser, qui est considérée comme étant inacceptable ou répréhensible par l'ensemble du groupe, ou du moins d'une partie suffisante du groupe de la société. Donc, c'est vraiment la transgression hein, des normes hein, ou de la fameuse normativité sociale, la manière ordinaire d'agir. Et là, c'est là que c'est intéressant. On a un peu de contrôle social, on a un peu de normalité, mais la déviance, ça n'existe pas en soi. Hein? La non-conformité ne peut exister qu'en fonction d'une définition de la conformité. Hein? Donc, c'est toujours l'idée que la déviance, ça n'existe pas en soi, c'est toujours en fonction des attentes des autres que nos comportements peuvent poser problème. On n'est pas en soi déviant, on n'est pas en soi non conforme, on n'est pas en soi weird, c'est toujours en fonction des attentes des autres qu'on est considéré comme étant un étranger par rapport à la norme. On a un peu vu hein, que les comportements qui autrefois pouvaient être considérés comme étant déviants, en raison de l'avancement de la société, de l'évolution de la société, peut être considéré comme étant normaux un peu plus tard. On va revenir avec le cas très intéressant d'ailleurs de l'homosexualité, par exemple. J'ai quelques exemples par rapport au DSM-5, hein, ça va quand même vous intéresser. Donc, quelque chose qui était autrefois déviant peut être considéré comme normal plus tard, et quelque chose qui était normal à l'époque, hein, par exemple, les fameuses normes sociales qui faisaient en sorte que c'était absolument légitime pour un homme de battre sa femme à l'intérieur de sa maison, hein, c'était absolument normal et ordinaire à l'époque, aujourd'hui peut être considéré comme étant absolument anormal. Et exemple encore par rapport à l'hygiène dentaire, mais c'était considéré comme absolument normal dans les groupes les plus défavorisés au Québec, 1950, hein, 1940, ben, vous n'allez pas chez le dentiste. Vous vous faisiez arracher les dents. Hein, c'était pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que vous allez voir que quand il y a des personnes âgées qui... vous n'allez peut-être pas les voir d'ailleurs à cause de ça, là, mais les personnes âgées des groupes défavorisés au Québec ben, n'ont tout simplement plus de dents aujourd'hui et sont essentiellement munis de dentiers. Hein, même c'était... Oh ouais, cool, je vais avoir un dentier tout beau, tout propre, je suis vraiment content. C'était considéré comme étant absolument normal à l'époque. Hein. Donc, on voit un peu que, aujourd'hui, est-ce qu'on enlèverait les dents des enfants ou parce qu'on a, c'est absolument considéré comme étant anormal et inacceptable. Donc, la déviance va évidemment bouger à ce moment-là. Autre petit élément par rapport à la déviance, avant qu'on regarde les trois petites théories par rapport à la déviance, on voit un peu que, c'est ça qui est un peu contre-intuitif, mais le contrôle social, hein, donc l'identification de la non-conformité, hein, un autre terme pour parler de contrôle social, c'est essentiellement destiné aux individus normaux. En gros, oui, par exemple, on emprisonne quelqu'un. Hein,
Ben, on pense, ben oui, l'emprisonnement, c'est pour la personne qui agit pas correctement qu'on l'emprisonne. Mais dans les faits, c'est davantage un message destiné à l'ensemble de la population qui ne commet pas de crime que l'on emprisonne. En gros, c'est regardez, vous êtes normaux, on a emprisonné les anormaux, hein, dans cette idée-là. Donc, le contrôle social est davantage destiné aux individus conformes plutôt qu'aux individus non conformes, même si c'est les non conformes qui payent le prix. On en conviendra, évidemment, mais on retient vraiment l'idée, le contrôle social est davantage destiné aux individus conformes. Donc, réalité mouvante. Pourquoi je disais ça? Mais l'exemple de l'homosexualité est particulièrement frappant. Hein? Quand on dit que la médecine organise le contrôle social, les lois également, on va voir un peu cette idée-là. L'homosexualité a été décriminalisée uniquement en 1969 au Canada. C'est-à-dire qu'avant 1969, c'était un crime. Vous pouvez aller en prison. Hein? C'est pas une blague. Si vous étiez quelqu'un qui était considéré comme étant homosexuel. Était considéré comme une maladie mentale dans le DSM. En gros, le DSM, c'est le diagnostic de santé mentale, un truc comme ça. Le diagnostic de santé mentale, en gros, c'est la Bible des psychologues. Hein, essentiellement, aujourd'hui, on est rendu au DSM-5, mais dans le DSM-2, c'était considéré comme une maladie mentale jusqu'en 1973, l'homosexualité. Donc, à ce moment-là, au point de vue légal, c'était considéré comme étant une déviance, mais également au point de vue scientifique, hein, la psychologie avait dit ceci est considéré comme un problème de santé mentale. Sachez quand même, ça va sûrement vous choquer, que l'équivalent du DSM qui est en Amérique du Nord, c'est le CIM en Europe, en France. Eh bien, dans ce manuel-là, l'homosexualité a été déclassifiée, hein, comme étant un problème de santé mentale uniquement en 1992. Hein, et par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, uniquement en 1990. Donc, on voit quand même que, mettons, on va dire au Canada, 1969, c'était considéré comme étant anormal. Aujourd'hui, ben, qui d'entre vous dirait l'homosexualité, c'est une maladie, puis c'est anormal, à part votre grand-père louche ou votre mononcle louche à Noël, ben, il n'y a absolument personne. Donc, on voit un peu que cette normalité-là, elle est mouvante, va varier avec le temps, avec les époques. Donc, on n'est pas déviant en soi, ça dépend du contexte social, ça va également dépendre de la société dans laquelle on est amené à avoir ce comportement. D'ailleurs, et c'est assez étonnant, hein, excusez-moi, ça a été déclassifié par un vote. C'est assez étonnant quand même, dans le manuel de diagnostic de santé mentale, il n'y a pas de critères fixes pour dire c'est quoi une maladie mentale et ce qui n'est pas une maladie mentale. C'est les gens qui votent. C'est un peu étrange quand même. Il faut quand même qu'il y ait une certaine consistance dans quelque chose, mais quand même, dans le DSM-2, quand on l'a déclassifié, on a fait un vote. 58% des psychologues présents ont dit effectivement, ce n'est pas un problème de santé mentale, mais il y avait quand même 37% qui considéraient que c'était toujours le cas. Même là, on voit qu'il y avait comme des rapports de pouvoir à l'intérieur même de l'Institut de la psychologie aux États-Unis. En 1977, avant 1977, on ne fait pas rentrer sur le territoire canadien si on était considéré comme étant homosexuel. Hein. On ne pouvait même pas rentrer au pays. On ne voulait pas les laisser rentrer, hein, pour pas qu'ils pervertissent notre jeunesse, comme disait dans l'ancien temps qui, heureusement, est assez éloigné de nous, c'est quand même une bonne chose. Et aujourd'hui, est toujours considéré comme étant illégitime, hein, au point de vue des normes informelles et illégal au point de vue des normes formelles dans 77 pays à travers le monde. Hein, les sanctions sociales vont du formel à l'informel. Stigmatisation, on va revenir un peu plus tard, c'est quoi ce truc-là. La discrimination, mais dans le formel, l'emprisonnement jusqu'à la peine de mort dans certains pays. Donc, on voit vraiment que cet exemple est assez frappant. On voit que la normalité est énormément mouvante et ce qui est considéré comme étant déviant également. Et là, il y a quelque chose d'assez rigolo par rapport au DSM-5. Il y a eu une discussion par rapport au narcissisme. En gros, c'est l'idée que quand un comportement, que je disais un peu plus tôt, quand un comportement est relativement répandu à l'intérieur de la société, eh bien, ça commence à être difficile de le considérer comme étant une déviance. Hein, parce que la normalité, le critère, c'est surtout le fait qu'il soit répandu à l'intérieur de la société et les réactions négatives qu'elle va inciter ce comportement-là. Et dans le DSM-5, qui est sorti en 2013, de mémoire, 2014, il y a eu la discussion, le narcissisme, est-ce que c'est une maladie mentale ou non? Parce que, ben, un problème, on va plus une maladie mentale, un problème de santé mentale, bref,
Bien, ils ont eu la discussion, ils ont tenu un vote à savoir est-ce qu'on l'enlève parce que c'est un comportement qu'on considère comme étant de plus en plus répandu à l'intérieur de la société, mais également qu'on n'a pas le choix d'avoir dans une société de la performance comme la nôtre. Tu n'as pas le choix d'être un temps soit peu narcissique pour pouvoir t'en sortir. Si tu arrives à une entrevue, puis tu dis ouais, moi, non, je ne pense pas que je mérite l'emploi. Je pense qu'il y en a des autres qui sont meilleurs que moi, puis je l'ai vu 2, 3 dans la salle d'attente, là. Ils ont l'air qualifiés pas mal, prenez-les. Vous n'arrivez absolument pas à vous en sortir. Donc, c'est un peu l'idée que des traits qui sont considérés comme étant anormaux, bien, aujourd'hui, parce que la société évolue, bien, c'est quasiment considéré comme un minimum à avoir pour être adapté à l'intérieur de la société. Donc, si vous voulez, on va faire le test. Êtes-vous narcissique? Ah, c'est quand même assez rigolo. Vous n'avez pas obligé de le noter, mais quand même. Donc, si vous avez 5 réponses sur 9, vous êtes considéré comme étant une personne ayant des traits narcissiques. Hein? Vous allez souvent d'ailleurs connaître des gens de votre entourage, c'est toujours assez rigolo. Un sens grandiose de son importance et s'attend à être reconnu comme étant supérieur sans réussite proportionnée. Est absorbé par des fantaisies de son succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté et d'amour idéal. Si vous rêvez avant de vous coucher que vous êtes l'impératrice de la planète puis vous réglez tous les problèmes de l'humanité, ça commence à ressembler pas mal à ce deuxième point-là. Croit qu'il est spécial et unique et qu'il ne peut être admis ou compris que par des institutions, des gens spéciaux de haut niveau. A besoin excessif d'être admiré, s'attend sans raison à bénéficier d'un traitement particulièrement favorable, que ses désirs soient automatiquement satisfaits, exploit l'autre dans ses relations interpersonnelles, manque d'empathie, peu disposé ou réticent à reconnaître ou à identifier le besoin des autres, est souvent envieux des autres ou croit que les autres l'envient, ça j'aime bien celle-là, et fait preuve d'attitude ou de comportement arrogant et hautain. Hein? Donc, si vous avez identifié chez vous ou plus dans votre entourage peut-être, parce que c'est toujours un peu plate de se considérer soi-même comme étant narcissique, 5 points sur 9, eh bien, cette personne-là est considérée comme étant narcissique. Mais il y a quand même des éléments qui, on a quelque part pas le choix d'avoir hein, pour être tout simplement considéré comme étant adapté dans une société de la compétition, profondément marquée par tout ce qui est évidemment les réseaux sociaux, Instagram et compagnie. Donc, on a un peu l'idée que les comportements, ils vont également dépendre de la société dans laquelle on vit. Donc, petite histoire pour la déviance comme étant, ce qui est considéré comme étant déviant, comme étant une réalité qui est profondément mouvante à travers justement les époques. 3 grandes théories de la déviance. Hein. Il y a celle d'Emile Durkheim, Merton et Goffman. La première est assez classique. En gros, c'est l'idée un peu que Durkheim il dit, écoute, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas de personne déviante. Il y a des situations qui vont amener les gens à être déviants. En gros, il dit, il y a des situations particulières dans lesquelles, on parlait de l'idée de voler du pain un peu, c'est cette idée-là, des situations particulières, hein, des crises sociales, des récessions, une pandémie mondiale, hein, si on veut, qui vont vraiment bouleverser rapidement la vie des individus et qui vont faire en sorte que les normes dans lesquelles on vivait auparavant n'ont pas d'influence ou d'emprise sur notre existence. En gros, c'est, écoute, je sais bien qu'on est supposé agir de même, là, mais le contexte actuel, ça n'a juste plus de sens d'agir de cette manière-là. Hein. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? Bien, par exemple, la grande période qui est arrivée, c'est par exemple la révolution industrielle, hein, quand on est passé rapidement d'un monde agricole à un monde urbain à créer dans ces usines. On a vu beaucoup de vols, de pillages, de criminalité. Donc, on voit un peu que ça explose dans ces situations-là. C'est un peu l'idée hein, que, excusez-moi, c'est un peu cette idée-là que, ben, dans les périodes particulières, hein, dans les guerres civiles, par exemple, ou dans d'autres situations, comme on a vu un peu les grandes manifestations de Black Lives Matter aux États-Unis cet été, écoutez, on respecte la police, on respecte la loi, mais on se fait quand même tirer dessus par des policiers. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Hein. Les manifestations qu'il y a eu, il y a également des moments de pillage et même des bâtiments qui ont été mis en feu. Ce n'est pas des individus qui sont des déviants, mais c'est des situations particulières qui font en sorte que les normes qui, autrefois, on devait les respecter, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça n'a pas de sens de les respecter. La norme n'a plus son pouvoir coercitif. Donc, souvent, les individus vont faire un peu n'importe quoi, ne vont plus se conformer à ce qui était attendu d'eux auparavant.
l'exemple un peu cliché, hein, vous avez peut-être, je ne sais pas si vous écoutez les téléséries et tout ça, mais la grande série Walking Dead, hein, jour au lendemain, invasion de zombies, est-ce que vous allez tenir la porte à la personne qui vous suit quand les zombies vous courent après? Peut-être pas. Est-ce que vous êtes des mauvaises personnes? Je ne pense pas. Une situation qu'on nomme l'anomie, hein, une situation dans laquelle les normes n'ont absolument plus de raison d'être pour les individus. Donc, on a eu quelques-unes. Hein. Par exemple, cet été, les grands mouvements Black Lives Matter, les Indiens ont carrément mis le feu à des bâtiments. Et ce n'est pas parce qu'ils sont des mauvaises personnes. Ils se disent, on n'a pas le choix de faire avancer les choses, de faire quelque chose. Hein. Situation anomique de non-respect et d'inégalité, de discrimination profonde aux États-Unis envers tout ce qui n'est pas blanc et chrétien, à peu près. Hein. Donc, et les hommes aussi également. Donc, on a eu ces situations-là. Mais un peu plus rigolote, oui, le fameux papier de toilette que vous avez sûrement vu dans la situation de COVID, au début, il y avait des endroits où il y avait, je ne peux pas aller hein, parce que je ne suis pas un fan de ces places-là, là, mais Costco et compagnie, ça a l'air qu'il y avait des batailles des fois autour de produits de première nécessité. Hein. Le papier de toilette, moi, je suis arrivé dans une des premières fois que j'étais allé à l'épicerie après ça, il y avait un monsieur là, qui était assis dans la section fruits et légumes. Il avait son sac de patates entre les jambes, là, puis il n'essayait pas d'aller chercher son sac de patates. Là. Il était prêt pour se battre. Là, on voit un peu, c'était là qu'il il y a eu des scènes de pillage à des endroits. Il y a eu également la confrontation. Hein, disons que ça jouait du coude dans les différents commerces. Mais tous ces gens-là, un mois auparavant, ils n'auraient jamais fait ça. Là. Grand-maman n'aurait jamais poussé quelqu'un pour avoir du purel, on s'entend. Mais la situation particulière, qui était celle de la COVID, a mis une forme d'anomie. Les normes sociales n'étaient absolument plus reconnues comme ayant une légitimité. Donc, encore une fois, il n'y a pas de déviance qui existe en soi, mais toujours selon les contextes. Donc, première grande théorie de la déviance, le contexte, qui fait en sorte qu'on ne respecte absolument plus les normes. Deuxième grande théorie, c'est les moyens et les buts légitimes de Robert Merton. Lui, il dit en gros, il n'y a pas de déviance en soi, encore une fois. Il y a le fait que les sociétés vont déterminer les buts qui sont considérés comme étant légitimes, les buts à atteindre, les idéaux à atteindre, et que, donc, il y a des buts et il y a également des moyens pour y parvenir. En gros, vous jouez au Monopoly, le but, c'est de gagner la partie. Hein? Et qu'est-ce que vous faites pour gagner la partie? Vous suivez les règles qui sont celles du livre de règlement. Hein? On va voir, il y a toujours des mondes qui trichent. Hein? On va en discuter dans quelques instants. Eh bien, c'est un peu l'idée hein, qu'il y a toujours un décalage dans les sociétés entre les buts qui sont légitimes et les moyens hein, qui sont possibles à avoir pour les individus. L'image un peu classique, eh bien, dans plusieurs sociétés, dans chaque société, il y a des groupes qui sont discriminés, mais les buts culturels sont toujours les mêmes. Hein? Ça veut dire que, c'est quoi le but un peu culturel en Amérique? C'est d'avoir un bungalow, un chien, une petite famille, puis une job. Je résume un peu, là, avoir une piscine creusée, c'est possible. Mais vous voyez un peu l'idée, donc on a des buts culturels et les individus ont certains moyens pour justement parvenir à ces buts-là. Mais le problème, c'est que dans certains groupes sociaux, on n'a absolument pas accès à ces moyens-là. Par exemple, on n'a pas accès à l'éducation, on n'a pas accès aux moyens économiques. Ça fait en sorte que les individus, ils vont agir de manière qu'on considère comme étant non conforme ou déviante par rapport aux attentes de la société. Donc, c'est pour ça qu'il fait un petit diagramme, hein, où est-ce qu'il y a les buts culturels et les moyens qui sont considérés comme étant légitimes. Est-ce qu'on les accepte ou on les rejette? Alors, si j'accepte les buts culturels et j'ai les moyens, j'utilise les moyens qui sont acceptés, je suis un conformiste. Dans le fond, j'agis dans le monde du conformisme. En gros, je joue au Monopoly, je veux gagner et j'accepte tout à fait les règles pour y parvenir. Encore une fois, j'accepte les buts culturels, je veux gagner au Monopoly, mais je n'ai pas les bonnes cartes, si on veut, en main pour pouvoir y parvenir. Donc, je rejette les moyens, je vais être dans l'ordre de l'innovation. Je vais tricher pour pouvoir gagner. Et c'est pour ça que dans certaines situations, lui, il va considérer que, par exemple, dans les gangs de rue ou les gens de la mafia ou des choses comme ça, il dit, c'est vraiment du monde qui sont vraiment loin de nous, ce monde-là et tout ça. Mais dans les faits, ils ont exactement les mêmes buts que n'importe quel individu dans la société, mais ne veulent pas suivre les mêmes moyens pour y parvenir.
Donc, lui va dire que ce n'est pas tant des déviants que des innovateurs. Ils vont adopter de nouveaux moyens pour parvenir au même but. Si je prends les deux premiers, par exemple, ben, le conformiste veut les dents blanches et comprend pourquoi il se brosse les dents. Il va se brosser les dents 2 fois par jour en utilisant la soie dentaire. Je comprends les buts, je prends les moyens légitimes. L'innovateur, ben, il va utiliser une des nombreuses publicités qu'on a en dessous des articles du Huffington Post. Voici un moyen absolument incroyable pour avoir des dents blanches en seulement 10 jours, des choses comme ça. Donc, il va dans l'ordre de l'innovation. Également, il a compris qu'il y a d'autres individus qui, eux, ils sont davantage des ritualistes. Dans le fond, acceptent les moyens. Moi, je vais faire que ce soit une petite affaire. Je n'ai pas de trouble, mais ne comprend pas les buts. Hein? Dans le fond, il va tout simplement agir comme on le dit de faire, tout simplement. Hein? Il y a sûrement des individus que vous avez vus comme ça dans votre entourage, par exemple, au travail, qui font du présentéisme. En gros, qui sont là, ils ne sont jamais en retard, ils sont toujours à leur job, mais ils ne font pas vraiment une belle job, mais tu leur dis quoi faire, ils vont le faire. Hein? On est dans l'ordre du ritualiste. En gros, c'est quelqu'un qui se brosse les dents par habitude, mais ne sait absolument pas pourquoi il fait ça. Il fait juste le faire parce que on lui a dit de le faire tout simplement. Et dans le cadre ici, qui dit, ici, des individus qui rejettent les buts culturels et rejettent les moyens légitimes, il est dans l'ordre de l'évasion. C'est des individus qui sont tout simplement pratiquement hors société, ne sont absolument pas intéressés à ça. C'est sûr qu'il ne se brosse absolument pas les dents et n'est absolument pas intéressé par l'hygiène dentaire. Donc, c'est l'ensemble de comportements qui nous semblent tout étant des déviances, sauf peut-être le conformiste, mais qui nous permet, en regardant un peu les buts et les moyens accessibles, légitimes que les individus ont à l'intérieur de leurs mains, vont plus ou moins adopter. Donc, pour Merton, il y a énormément des individus qu'on considère comme étant des déviants dans notre société, qui pour lui, c'est essentiellement des innovateurs. Hein? Pensez par exemple à ceux qui font de l'évasion fiscale. Il les considère également à ce moment-là comme des innovateurs. Donc, la théorie des buts et des moyens légitimes. La dernière théorie, mais qui est comme coupée un peu en deux, je crois que c'est celle qui va davantage vous intéresser. L'idée un peu de Marx qui parle Howard Baker, c'est l'idée que tous les groupes, parce qu'ils vont instituer des normes et une normalité, vont évidemment créer la déviance. Si je crée une norme, bien, nécessairement, je crée la déviance parce qu'en créant une norme, bien, il y a des individus qui vont la transgresser, cette norme-là. Donc, les groupes sociaux vont créer la déviance en instituant des normes et qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Bien, ils vont tout simplement, excusez-moi, la transgression, c'est la déviance, la transgression des normes, et on va appliquer des sanctions à des individus en les étiquetant comme étant déviants. En gros, encore une fois, comme on l'a vu depuis le début du cours, la déviance, ce n'est pas tant l'acte qui est commis, c'est ça que ça devient intéressant, c'est la réaction du groupe par rapport à cette enfreinte-là. On va voir un peu que ça fait également en sorte que ce n'est pas un automatisme. Hein? Ça veut dire que double processus, il doit y avoir un acte qui est défini comme déviant, mais susciter une réaction de la part des membres du groupe. Mais également, on voit que le fait que l'individu soit étiqueté comme déviant, ce n'est pas un automatisme. Ça fait en sorte qu'il y a des groupes qui ont plus de chances d'être identifiés comme déviants par rapport à d'autres en raison de leur identité sociale. Exemple un peu cliché, moi, je suis une mauvaise personne, donc je consomme du tabac. Je fais ce que je veux, je suis dans mon pod, laissez-moi tranquille. À ce moment-là, si je suis au centre-ville et que je prends mon mégot de cigarette et crime, je le pitch dans la rue. Hein? Est-ce que vous pensez que si un policier passe par là, je vais recevoir un ticket? Pas nécessairement. Mais si un itinérant fait la même chose, est-ce qu'il y a des chances de recevoir un ticket? Malheureusement, beaucoup plus. Un autre règlement un peu étrange, vous savez qu'il est interdit de renverser du liquide sur la voie publique. Et moi, qu'est-ce que je fais quand je travaillais à l'école? Bien, je buvais du café. En arrivant à l'école, il me restait du café, je le versais à terre. Hein? Donc, j'enfreins la norme, hein? J'enfreins la norme formelle, je n'ai pas le droit de faire ça, mais je n'ai jamais reçu de ticket. Et les itinérants, c'est un des tickets qui reçoivent le plus, c'est pour avoir renversé du liquide sur l'espace public, en gros, leur fond de bouteille de bière. Donc, on voit un peu l'idée que ce n'est pas tant l'idée de transgresser la norme, mais c'est aussi qui transgresse la norme qui fait en sorte qu'il va être considéré comme un déviant ou non par le groupe social. C'est un peu la même chose. Vous savez qu'il y a des gens sur l'assistance sociale qui vont frauder le fameux bien-être social. À chaque année, dans le Journal de Montréal, on a un article qui dit « Les fraudeurs de l'aide sociale » et tout ça, c'est absolument inacceptable.
Et de l'autre côté, on a des individus qui font de l'évasion fiscale massive, qui coûte des milliards de dollars à l'État. Ils ne sont jamais vraiment considérés comme étant des déviants par la société. Merton nous dirait que ce sont juste des innovateurs, à quelque part. Hein? Donc, on voit un peu que ce n'est pas uniquement le fait d'enfreindre la norme, mais c'est également qui enfreint la norme. On voit également que l'identité sociale a énormément d'influence sur le fait d'être non ou non étiqueté comme étant déviant. Donc, en ce moment, on voit beaucoup une situation, vous me dites si j'ai bien compris, mais en ce moment, on entend beaucoup parler d'agression sexuelle, mais quand c'est une femme qui commet l'agression sexuelle, elle n'est pas autant jugée que si c'est l'homme. Tout à fait, c'est un bon exemple. Hein? Okay. Même chose aussi avec les professeurs. Hein? Il y a eu des cas où est-ce que les professeurs masculins qui agressaient des étudiantes suscitent une forte réaction, mais quand c'est une professeure qui agresse un étudiant, pas de E, avez-vous vu à quel point que la réaction est beaucoup moins grande? Bien, c'est un peu cette chose-là également. Hein? La même chose par rapport aussi aux agressions qu'on a vues, le mouvement MeToo. Hein? Agressions non dénoncées cet été qui était beaucoup mis de l'avant. Mais on se rendait compte que pendant longtemps, si tu étais une célébrité, là, tu risques pas grand-chose. Donc, on voit un peu l'idée que ce n'est pas tant l'idée, dans ce cas-ci, d'agresser quelqu'un qui constitue la déviance, mais c'est le fait d'être étiqueté comme étant un déviant. Et on voit que l'étiquetage, ça dépend de qui tu es, de ton identité sociale. On va revenir un peu plus au prochain cours là-dessus. À quel groupe social tu appartiens essentiellement. Donc, c'est un peu ça qui est intéressant. On voit un peu que ce n'est pas seulement l'acte qui est commis, mais également qui tu es, qui va faire en sorte que tu vas être identifié ou non comme étant un transgresseur, par exemple. Même chose, hein, par exemple, je reviens à l'hygiène dentaire, mais si, par exemple, vous arrivez dans votre bureau, imaginons que ce n'était pas à la mode dans le temps, mais vous avez vu un peu la mode ça s'appelle des Grizz, je ne sais pas trop, j'avais demandé plutôt ceux qui ont des dents en or, l'espèce de gros truc avec des dents en or, hip-hop style, ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Oui, super. Mais si vous voyez un gars qui arrive, qui ressemble énormément à Dr. Dre, puis il arrive dans la place, puis tu fais OK, c'est normal, c'est pas bizarre. Mais si vous voyez un petit gars blanc, chétif, qui arrive avec ça dans votre bureau, vous allez dire c'est tellement ridicule. Voyez-vous un peu l'idée? Même comportement n'est pas identifié comme étant déviant. Ça va dépendre également de l'identité sociale de celui qui va transgresser la norme. Donc, l'idée, ce n'est pas juste la transgression qui est importante, mais c'est l'étiquetage social, le fait que le groupe l'identifie comme étant un déviant. Donc, ça déplace un peu l'idée que ce n'est pas tant l'acte, mais la réaction du groupe par rapport à l'acte qui est commis. Évidemment, le fait qu'on parle de groupe va quand même entraîner des choses. Hein? Va quand même entraîner des choses qui est un peu embêtantes lorsqu'on parle de déviance, c'est que ça vient en paquet. Quand on l'identifie comme étant un déviant, hein, par exemple, l'élément X, on voit un peu que ça vient qu'un ensemble de caractéristiques qui est associé. En gros, donnez-moi un exemple de déviance là, un peu hard, là, pas j'ai jeté ma gomme par terre. Là, quelqu'un a un exemple de déviance qui est considéré comme étant inacceptable. La pédophilie. Exact, j'allais dire justement, j'allais dire, je vais prendre pédophilie si personne ne dit rien, je trouve ça assez hard. Eh bien, l'idée un peu, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est considéré comme étant pédophile, eh bien, d'ailleurs, à cet égard, hein, Woody Allen n'était pas considéré comme étant un pédophile, même s'il fréquentait sa jeune fille de 14 ans à l'époque. C'est une autre affaire. Mais quand si je vous dis, on va revenir plus tard, mais bref, Jacques est un pédophile. Qu'est-ce qui vous vient spontanément comme caractéristique de cet individu-là? Est-ce que c'est juste, c'est un pédophile, il aime les enfants, ou il y a d'autres éléments qui sont associés à cette caractéristique-là? Un vieux bonhomme louche. Un vieux bonhomme louche, sûrement un menteur, sûrement un exploiteur, sûrement. Donc, voyez-vous, il y a un ensemble d'éléments qui sont associés. Donc, l'idée de l'étiquetage social, qu'est-ce que ça dit? C'est en gros que le fait d'être identifié comme étant déviant, ici, l'exemple de pédophile, on va juste vous définir en fonction de cette étiquette-là. Évidemment, on ne va pas pleurer parce que c'est un type qui n'est pas trop sympathique, j'imagine, mais on a quand même l'idée que ça devient ton identité principale. Ta seule caractéristique qui te définit, c'est ta caractéristique déviante, et ça vient avec un ensemble de caractéristiques secondaires. En gros, il n'est pas juste un pédophile, c'est un menteur,
c'est un voleur, c'est un exploiteur, c'est un manipulateur. Vous voyez un peu l'idée? Donc, quand on a un élément déviant, ça vient qu'un ensemble de caractéristiques secondaires. Là, ce pédophile, ben, OK, c'est quelque chose, hein, c'est quand même quelque chose d'un peu hard. Si je vais un peu plus soft, par exemple, je prends un prisonnier. Hein, si je vous dis, ben, moi, j'ai un ami, c'est pas vrai, là, mais je vous donne un exemple. Moi, j'ai un ami, c'est un ancien, il s'appelle Gilles, il aime les macarons, il aime beaucoup les chiens, il fait du bénévolat, puis, ah oui, il est déjà en prison. Quel que vous allez retenir le plus des caractéristiques que je viens de dire? Probablement le fait qu'il était en prison. Hein? Donc, j'avais nommé Gilles, je pense. Donc, Gilles devient un ex-prisonnier. Voyez-vous, c'est comme sa seule caractéristique qu'il y avait à nos yeux, c'est celle-ci. Et si je vous dis ex-prisonnier, mais vous avez sûrement un ensemble de caractéristiques dans la tête encore. Voleur, menteur, manipulateur. Donc, voyez-vous un peu la difficulté pour ces individus-là, pour un ex-prisonnier, de pouvoir faire de la réinsertion sociale, par exemple. Parce que si vous avez, puis d'ailleurs, hein, juste quand on arrive avec notre demande d'emploi, il y a fait la petite case, avez-vous déjà commis un crime ou a été reconnu pour un crime au Canada? C'est à coche, c'est un petit peu embêtant. Mais en même temps, c'est que dans le regard de celui qui va éventuellement engager cette personne-là, il ne va pas juste penser personne qui a commis un crime pour lequel il a payé sa dette envers la société en habitant dans un établissement carcéral pour quelques années. Hein? Il va penser, on ne va pas engager un voleur, on ne va pas engager un menteur, on ne va pas engager un nommer ici les caractéristiques de votre choix. Donc, c'est un peu l'idée hein, que dès qu'on est identifié comme étant un déviant, ça devient comme notre seule identité qu'on a et ça vient qu'un ensemble de caractéristiques secondaires. C'est pour ça, par exemple, que pendant longtemps, tout ce qui était handicap, il était considéré comme des déviances hein, pendant longtemps, mais on a rajouté des personnes devant. Une personne en situation d'handicap, on ne dit plus un handicapé. Hein. On dit une personne à mobilité réduite, on ne dit pas en chaise roulante. Voyez-vous un peu l'idée? Donc, pourquoi on met ça? C'est de dire qu'il n'est pas juste en chaise roulante. Ce n'est pas juste une personne avec des problèmes visuels. Ce n'est pas juste un aveugle. Ce n'est pas juste un... voyez, je peux les mettre, je ne veux pas être méchant avec du monde que je ne connais pas, là. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc, quand, dans le bon vieux temps, quand il y a quelqu'un qui rentre à la chaise roulante, vous le regardez, c'est un handicapé. Ben, c'est pas qu'un handicapé. Ben, c'est un peu l'idée, la déviance à ce moment-là, ça devient votre caractéristique principale. On va revenir là-dessus au prochain cours sur l'identité sociale. Donc, ce que vous allez voir, ça vient un peu ça vient en paquet la déviance. Et dernier élément, c'est la notion de stigmate. Hein? L'idée, c'est que ça va un peu avec celui d'avant. Hein? C'est quoi un stigmate? Un stigmate, c'est un attribut qui est discriminant, qui peut être d'ordre corporel ou tenir à ta personnalité. Alors, quelqu'un qui bégaye, quelqu'un qui pue des pieds, quelqu'un qui n'a pas une belle hygiène dentaire. On va voir déjà l'exemple dans quelques instants. Donc, un attribut discriminant qui va faire en sorte que on va te discriminer. Donc, on va dire ici, on va te stigmatiser en fonction de cet élément-là. Donc, c'est encore une fois la même chose. Quand on a un élément qui sort de l'ordinaire, le plus souvent, c'est considéré comme un déviant, mais souvent, ça va devenir un stigmate. Hein? C'est l'idée que c'est juste ça que l'on voit à travers lorsqu'on voit ta personne. Par exemple, les personnes, par exemple, après le 11 septembre, vous ne serez pas étonné que les personnes arabes étaient considérées comme étant des terroristes potentiels, mais ils étaient stigmatisés en raison de leur apparence physique. Hein? C'est-à-dire, c'est un arabe, il doit être sûrement musulman, il doit également être très méchant avec sa femme à la maison, il doit avoir des accointances terroristes. Vous voyez un peu l'idée, ça vient en paquet, la fameuse stigmatisation. Amélie. Fait que finalement, ce serait une genre de généralisation abusive? Tout à fait. Tout à fait. Okay. Ça, c'est que je vais prendre un élément, je vais le généraliser à l'ensemble de sa personnalité. Hein? Donc, c'est vraiment cet élément-là, tout à fait, là, que il y a un élément qui est devant nous, on va dire, il est comme ça. Vous avez sûrement vu, hein, sûrement vécu dans vos vies quotidiennes, des personnes que dans votre esprit à vous, vous pouvez définir en uniquement un mot, ben, c'est une forme le plus souvent de stigmatisation, par exemple. Hein? Donc, l'idée de stigmate, c'est vraiment cette idée-là que ça ressemble beaucoup à Merton, à Baker, excusez-moi, hein, l'idée de Satan à surdéterminer les autres identités.
Mais Louis Goffman a travaillé ça vraiment plus précisément. Il appelle ça un stigmate. Hein. Pourquoi on appelle ça un stigmate? Ben, un peu la petite histoire. Hein. Je vous garde encore 6 minutes, après on se laisse. Ça commence à étendre un peu le cours. Dans le bon vieux temps des Grecs, là, on était sympathique dans le temps. Si vous étiez pris à voler quelque chose, on vous donnait des jolis petits coups de couteau dans le visage. Fait comme ça, la prochaine personne qui va vous côtoyer va savoir que vous êtes un voleur de moutons, par exemple. Hein. Donc, vous aviez un stigmate. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. On ne donne plus de coups de couteau dans le visage des gens pour les identifier. Mais quand même, il y a l'idée un peu qu'on a des attributs qui sont discriminants, hein, qui vont finir par vous discréditer lors de vos interactions sociales. Le stigmate également est contagieux. Là, je vais vous ramener à vos bonnes années du secondaire. Il y a souvent des individus qui étaient considérés comme étant pas cool à l'école et que vous ne côtoyez pas à l'époque parce que vous ne voulez pas être considéré comme étant pas cool par association. Hein? Vous avez sûrement vu des personnes dans cette situation, parce que vous êtes tous des grandes personnes avec des grands cœurs, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un peu cette idée-là que la personne qui n'était pas populaire à l'école, ça donnait son stigmate, elle n'avait que ça n'était uniquement que le rejet, on va dire, et s'associer à elle fait en sorte que c'est contagieux. Si je m'associe à elle, je vais aussi devenir pas cool, je vais aussi être considéré comme étant louche. Si vous avez des ennemis, des amis ex-détenus, ah, mais peut-être que tu es louche, toi aussi, quelque part. Hein? Tu sais, la graine ne tombe jamais loin de l'arbre, ce genre d'expression-là. C'est un peu l'idée que ça exprime l'idée que le stigmate est profondément contagieux. Hein? Donc, c'est vraiment un processus social de discrimination et de surdétermination de l'identité de la personne par la stigmatisation. Le stigmate, dernière petite chose, hein, peut être visible ou invisible. Hein? Ça veut dire que soit que je ne peux pas le cacher, hein, soit qu'il est discrédité, mais tu peux également être discréditable. Et le travail de la personne, c'est de cacher de l'information par rapport à son stigmate. Vous connaissez sûrement des personnes qui puent des pieds. Ces personnes-là font des, sans mauvais jeu de mots, des pieds et des mains pour cacher à leur entourage, peut-être pas proche, hein, mais à des inconnus, hein, le fait qu'elle pue des pieds. Pourquoi? Elle ne veut pas être identifiée comme la personne qui pue des pieds, que ça devienne son seul élément. Puis si tu pues des pieds quelque part, tu as sûrement une mauvaise hygiène corporelle, tu as sûrement un ensemble d'éléments secondaires qui s'y associent. Hein? Donc, c'est un peu l'idée du discrédité et du discréditable. On a toutes plus ou moins on est tous plus ou moins discréditables. Hein? Il y a tout un élément de notre personnalité ou de notre physiquement qui peut être éventuellement discrédité dans telle ou telle situation. Le travail de l'individu, c'est de cacher, quelque part, ces stigmates-là. Hein? Et dernière petite image, hein, pour éclairer bien la notion de stigmate, quelle est votre réaction quand vous voyez ces gens-ci? Hein? Est-ce que vous dites uniquement « Ah, ben c'est un problème, c'est un individu qui a un problème au point de vue de sa dentition. » Est-ce que vous faites juste ça? Ou vous dites « J'ai un certain jugement, même involontaire, par rapport à ce qu'est sûrement l'individu dans son entièreté. Hein? » L'idée du stigmate, ça veut dire que je prendrais, par exemple, ici sa bouche. Hein? Vous avez vu ici qu'il est visible, mais il peut être invisible. Son grand travail, cette dame-là, c'est sûrement toujours de ne jamais sourire. Hein? C'est sûrement son grand travail pour cacher son stigmate ici qui est visible. Donc, elle est discréditable à quelque part. Mais est-ce qu'on fait de l'inférence? Est-ce qu'on fait à quelque part, je prends des signes qui sont concrets et objectifs, une dentition qui pose problème, et est-ce que je fais, ah, ben tu dois, est-ce qu'on dit, ben tu dois être de même, toi, tu dois être ce type d'individu-là, est-ce que quelque part, même spontanément, c'est plus fort que nous, hein, vous n'êtes pas des mauvaises personnes, mais c'est l'idée qu'à partir de l'élément X, on va avoir tendance à surdéterminer la personne par rapport à une caractéristique particulière, ici son hygiène dentaire, ça va venir avec un ensemble de caractéristiques sociales secondaires qui, les plus souvent négatives, vous en conviendrez. Donc, quand vous allez avoir un patient dans ce type de situation-là, même plus fort que vous, il faut faire attention, justement, de ne pas trop aller dans ce sens-là, mais c'est sûrement à finir par avoir un jugement sur la personne dans son entièreté, tandis qu'elle a peut-être uniquement qu'un problème au point de vue dentaire. Hein? Donc, c'est un peu cette idée-là de stigmate, ici, qui met tout, si je fais un exemple total par rapport à ça, on a une normalité par rapport à la dentition qui est considérée comme étant acceptable. Il y a un ensemble de mécanismes de contrôle social, la famille, les médias, les entreprises qui vont essayer de ramener cet individu-là, de dire
faut être les dents blanches, brosse-toi les dents et tout ça. Ça n'a décidément pas fonctionné. Mécanisme informel, les gens rient ou sont très étonnés ou font peur quand ils sont confrontés à ces individus-là. Renvoie le message à la personne, peut-être que je ne suis pas normal, à quelque part. Cette personne-là finit par aller voir un dentiste ou une hygiéniste dentaire, agent de contrôle social, malgré elle, va peut-être finir par le stigmatiser, cet individu-là, dans la mesure où, parce qu'il est considéré comme étant déviant, il va avoir un signe, un élément de sa personnalité, ici qui est physique, qui va finir par surdéterminer l'entièreté de l'individu, avec un ensemble de caractéristiques secondaires négatives qui vont y être associées également. Donc, on voit un peu l'idée que, une image vaut 1000 mots, à quelque part, on voit un peu tout le processus de normalité, contrôle social et déviance à travers cette petite image ici de dentisterie qui, évidemment, pose problème. Donc, c'est un peu ça qu'il faut retenir. La normalité, ça n'existe pas en soi. Ça n'existe que parce que le groupe veut bien la maintenir grâce au contrôle social. Et la déviance n'existe que par rapport à une définition de la normalité. Et on a vu, si on enlève la théorie de l'anomie, que c'est essentiellement la réaction du groupe par rapport à une infraction qui crée la déviance plutôt qu'un comportement en lui-même. On a l'impression que non, ça va de soi que la réaction du groupe a énormément d'importance dans l'étiquetage de l'individu comme étant un déviant. Donc, c'est ce que je voulais vous